Bonjour à toutes. Euh, alors, merci d'être présente. On va parler aujourd'hui de la question de l'achat public en petite enfance. Donc, je suis Jean-Baptiste Frossard, je suis directeur de projet chargé du service public de la petite enfance au ministère des Solidarités. Et je voulais vous présenter ici quelques éléments du guide de l'achat public en petite enfance que nous avons préparé au cours de l'année, notamment avec le ministère de l'économie, pour arriver à donner aux communes et aux élus des lignes directrices sur le financement des crèches privées et notamment les délégations de services publics. Alors peut-être pour redire quelques mots du contexte et de ce qui a motivé ce travail sur l'achat public en petite enfance. Évidemment, le premier aspect, c'est qu'on a dans un certain nombre d'établissements et de crèches privées, qu'elles soient commerciales ou associatives, des difficultés budgétaires, des difficultés à assurer l'équilibre budgétaire, dans un contexte également de moyens qui sont contraints pour les collectivités, et une incertitude sur les niveaux de prix qui permettent d'assurer l'équilibre budgétaire des crèches. Le deuxième aspect, vous le savez, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et même de scandales, de publications sur les délégations de services publics qui ont pointé un mouvement plutôt négatif sur les délégations de services publics, c'est-à-dire une course au bas prix entre les différents concurrents qui existent dans le champ de la petite enfance et dans le champ des gestionnaires de crèches. Et cette course au bas prix, elle a encouragé le fait que progressivement, on aille à la faveur de la concurrence vers des offres de plus en plus basses, presque un petit peu du low cost. Et évidemment, avec ces offres trop basses, est allée une dégradation de la qualité de service dans les établissements, de ce qui pouvait être proposé aux enfants en termes d'accompagnement dans les crèches. Et les difficultés qui ont émergé, elles ne se situaient pas uniquement sur cette question du prix au moment de l'offre, mais aussi sur ce qui se passe une fois qu'on a conclu la délégation de service public. C'est-à-dire sur tous les outils de suivi et de contrôle de la délégation une fois que les gestionnaires ont pris en charge. Parce que, évidemment, c'est bien joli d'avoir conclu une délégation de service public, mais il est tout à fait fréquent, comme on le sait quand on en fait, que le gestionnaire ait répondu à l'offre et présenté un certain nombre d'éléments dans les cahiers des charges, que ce soit sur le niveau de qualification des personnels, sur la nature du service qu'il va apporter, et puis progressivement et parfois très rapidement, après la signature du contrat de DSP, finalement, il y a des modifications, il y a des avenants et le service, merci, sur lequel on avait conclu le contrat n'est pas absolument respecté. Et donc, il y avait une insuffisance qui nous est remontée de beaucoup de territoires sur l'emploi des outils de suivi et de contrôle des délégations de services publics par les autorités concédantes, c'est-à-dire essentiellement par les communes. Parallèlement à cela, également en élément de contexte, ce qui remontait, c'était un certain nombre de tensions persistantes entre les gestionnaires de crèches et les collectivités, notamment sur le fait qu'un certain nombre de collectivités, par exemple, diminuaient leur contribution quand il y avait des augmentations des financements de la CAF, de la branche famille, mais aussi des tensions sur la nature des pénalités qui étaient introduites par les collectivités dans leur délégation de services publics. Typiquement, des pénalités prévues dans la DSP sur le taux de fréquentation de la crèche, qui évidemment venait faire double peine d'une certaine façon pour les établissements quand il y avait des difficultés de remplissage, si j'ose dire, qui étaient un peu indépendantes de leur volonté. Et puis, dernier élément de contexte, en plus de toutes ces difficultés sur la DSP en tant que telle, il y avait depuis plusieurs années, et on l'avait pointé dans le rapport qu'on a fait à l'IGAS il y a 2 ans sur la qualité de l'accueil en crèche, il y avait une incertitude de doctrine juridique sur la possibilité pour les collectivités
de financer leur crèche associative par le biais des subventions. Voilà. Et selon les territoires, il avait été ou non demandé, notamment par les CRC aux collectivités, d'abandonner le régime de subvention et de tout passer sur des régimes de mise en concurrence et de délégation de services publics. Donc voilà un petit peu les éléments dont on est parti, les difficultés qu'on avait identifiées sur ces sujets de l'achat public pour essayer avec les services du ministère de l'économie de construire ce guide achat public en petite enfance. Alors ce guide, il paraîtra d'ici la fin de l'année. Il vous sera évidemment diffusé, communiqué. Vous aurez tous les éléments qui reprennent toutes les étapes de la délégation de services publics. Mais j'aimerais, je dirais, en préfiguration, aujourd'hui, vous en présenter quelques-uns des grands messages principaux. Le premier message, c'est que la délégation de services publics, ça n'est pas, comme on a pu le croire au regard des différents scandales qui sont intervenus sur le champ de la petite enfance, un outil qui est négatif en tant que tel pour la conduite de la politique publique. Et je dirais au contraire, il offre tous les leviers aux collectivités pour s'assurer d'avoir une offre de qualité, pour contrôler la qualité de leur offre, mais encore faut-il pouvoir employer ces leviers et on y reviendra. En revanche, et ça c'est un point important par rapport à l'incertitude juridique que j'évoquais, la délégation de services publics, ça n'est pas le seul instrument qui est à la main des collectivités pour financer leurs établissements. Et là, on repose ce point de doctrine dans le guide de l'achat public, ou guide de la DSP, c'est que les collectivités qui le souhaitent ont tout à fait la possibilité juridique de continuer à financer leurs établissements associatifs notamment par le biais de la subvention. Voilà. Ça n'est pas une difficulté juridique spécifique que de passer par la subvention. Bien sûr, il y a un certain nombre de conditions qui y sont associées. Il y a aussi des moyens de la sécuriser. L'un de ces moyens, on y revient dans le guide, c'est le service d'intérêt économique général. Service d'intérêt économique et général. À partir du moment où la collectivité vote, délibère pour créer un service d'intérêt économique général pour ses crèches et qu'elle donne mandat en ce sens, les possibilités de recourir à la subvention dans le cadre de ce service d'intérêt économique général sont quand même très larges et le droit européen a prévu pour le secteur de la petite enfance un certain nombre d'exceptions aux règles de droit commun de la concurrence qui fait que, pour le dire très vite, on n'a pas de plafond de montant de subventions pour financer ces établissements. Donc ça, c'est un point tout à fait important qu'on repose dans le guide. C'est ensuite une décision politique, évidemment, des collectivités, de savoir comment elles veulent financer, si elles veulent ou non passer par la mise en concurrence et si elles veulent s'engager dans un dispositif de type service d'intérêt économique général. Mais c'est une possibilité qui leur est laissée. Alors, une fois passé ce point de doctrine, le guide se concentre sur les questions de délégation de services publics. Et pour reprendre quelques messages clés, là aussi, au fur et à mesure de la procédure de délégation de services publics. Le premier, c'est qu'il est très important que les collectivités aient une attention spécifique à la phase de définition des besoins. Définir les besoins de la collectivité, évidemment, c'est une définition des besoins qui est de nature quantitative et économique, mais aussi qualitative. Quelles sont les attentes en termes éducatifs et sociaux de la collectivité vis-à-vis de l'offre qu'ils recherchent sur leur territoire. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel à définir dans la phase préliminaire d'étude des besoins pour que les opérateurs puissent se positionner dans leur projet éducatif par rapport à ça. Et ça évite, je dirais, d'avoir ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire des opérateurs qui arrivent avec un projet complètement convenu, qui n'a absolument pas été fait pour le territoire, qui est une déclinaison d'un machin national voilà, qui remettent à toutes les sauces dans toutes les villes où ils vont. C'est parce que vous avez défini dans vos besoins au niveau de la DSP
les caractéristiques sociales et éducatives spécifiques du territoire et vos attentes que vous allez pouvoir évaluer les offres par rapport à leur adéquation à ces attentes que vous avez prioritairement définies. Après cette définition des besoins, vient la phase des études préparatoires, du sourcing, qui vous permet d'avoir une analyse un petit peu du secteur également, pour voir quel type d'opérateurs aussi pourront répondre. Et là, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir aussi définir son cahier des charges et ses besoins par rapport au type d'opérateur que l'on veut faire venir. Si vous voulez que des petits opérateurs locaux soient en capacité de répondre à votre DSP, bon, typiquement, on le dit dans le guide, si vous mettez une concession, une DSP travaux, vous avez des opérations de travaux vis-à-vis de la crèche, vous n'allez pas faire venir des petits opérateurs locaux. Les seuls opérateurs qui sont capables de répondre à ce type de DSP, ça va être les gros groupes nationaux. Donc, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des réponses des gros groupes nationaux, mais en revanche, c'est sûr que si votre souhait, c'est de pouvoir aussi avoir la participation de petits opérateurs locaux, de petits opérateurs associatifs, c'est plutôt une concession où vous aurez la gestion de la crèche, mais pas des opérations type travaux, etc., qui devra être favorisée. Une fois que vous avez vraiment défini vos attentes, vos besoins, que vous avez fait ces études préparatoires et défini le cahier des charges, on insiste également sur les questions de négociation. C'est vraiment important de pouvoir privilégier plusieurs phases d'échange au cours de la procédure et de cette phase de négociation entre les candidats à la DSP et la collectivité. Et que vous puissiez, pendant cette phase de négociation, vraiment affiner les besoins, corriger si nécessaire les erreurs qui ont été faites dans le cahier des charges, apporter des précisions, etc. Il faut profiter de cette phase pour pouvoir aussi construire par rapport à la réponse, au positionnement, aux échanges avec les gestionnaires. Tout en ayant à l'esprit, et ça je le dis tout de suite parce que je vais passer au message qu'on essaye de porter sur un certain nombre de clauses, que quand vous rédigez votre cahier des charges, quand vous vous engagez ensuite dans ces phases d'échange et de négociation, évidemment, il faut avoir des attentes dans les cahiers des charges qui soient raisonnables. Un, par rapport à ce que sont les réalités du territoire. Deux, par rapport à ce que vont être les prix proposés dans la DSP. Je m'explique. C'est sûr que si vous êtes dans un territoire où vous avez des grosses pénuries de professionnels en petite enfance, comme c'est le cas dans un certain nombre d'endroits, et notamment dans les zones métropolitaines, et que vous demandez à ce que dans votre crèche de 20 ou 30 places, il y ait 2 puères, 2 EJE, et en même temps que ça vous coûte 5 000 € l'année, la seule chose que vous allez obtenir, c'est que vous allez avoir les gestionnaires les plus véreux qui vont vous répondre en disant pas de souci, moi à 3 000 €, je vous mets 5 puères, 2 EJE, etc. etc. Et puis après, évidemment, c'est totalement insincère et derrière, vous aurez quelque chose qui ne correspondra absolument pas à la qualité de service qui a été promise au moment de la DSP. Donc il faut vraiment faire ce travail, on y insiste aussi beaucoup dans le guide, pour se dire à quel niveau raisonnable on se positionne pour qu'il n'y ait pas d'insincérité, qu'on ne favorise pas en réalité les candidats qui vont se montrer insincères par rapport à la réponse. Et je dirais cette éthique de modération, j'y viens tout de suite parce que c'est quand même la même thématique, même si j'y reviendrai, elle s'applique aussi à la question des pénalités. Plus vous allez mettre dans votre cahier des charges des pénalités extrêmement exigeantes et en nombre très important, quel va être le résultat? Il est double. D'abord, les gestionnaires pas fous
vont provisionner ça dans le prix qu'ils vont vous présenter pour répondre à la DSP. Ils vont se dire, de toute façon, je vais me prendre des pénalités, donc ils vont l'intégrer dans leur projection de prix. Et puis, deuxième chose, vous aurez mis tellement de pénalités et elles seront tellement élevées qu'elles ne seront jamais appliquées. Donc là aussi, il faut chercher à avoir une certaine modération dans les pénalités, en se disant quels sont les éléments essentiels, qui soient là aussi raisonnables dans le montant des pénalités. Par contre, en se disant clairement dès le départ, si ce qui est défini comme écart est constaté ensuite dans la crèche, j'applique vraiment la sanction. Voilà. Sinon, évidemment, il n'y a plus aucune incitation pour le gestionnaire à respecter le cahier des charges qui lui a été fixé au moment de la DSP. Alors, j'indique quelques éléments maintenant sur un certain nombre de clauses pour définir précisément la DSP. Je vais pas toutes les détailler, mais là aussi, je voudrais donner quelques messages un petit peu fondamentaux que l'on porte dans le guide. D'abord, évidemment, il faut que vous exigiez l'ensemble des éléments réglementaires qui s'attachent à une crèche. Bon, ça tombe sous le sens, mais on le reliste dans le guide parce que, bien sûr, c'est non seulement les taux d'encadrement, la qualification du personnel, mais ça concerne aussi le projet d'établissement, mais ça concerne aussi le projet d'évaluation de l'établissement, ça concerne aussi la façon dont il va appliquer le référentiel national de qualité d'accueil, ça concerne aussi la façon dont il va former ses professionnels pour s'accorder au référentiel de compétences, etc. etc. Hein, c'est tous les éléments qui vont réglementer la qualité de service. Ça, il faut que ce soit dans vos clauses. C'est absolument essentiel. Et ensuite, au sein de ces clauses, la question qui revient le plus, essentiellement pour être une source de conflit et de tension entre les collectivités et les gestionnaires, c'est la redevance d'occupation du domaine public et la révision annuelle de la contribution. Alors, là aussi, sur ça, on porte un certain nombre de messages essentiels. Sur la redevance d'occupation du domaine public, le message, c'est d'abord qu'il faut qu'il y en ait une. La collectivité est propriétaire des locaux dans le cadre d'une DSP, c'est un bien de retour qui lui revient, et le gestionnaire doit lui verser une redevance d'occupation du domaine public, qui ne doit pas donc être gratuite, qui ne doit pas non plus, parce que ça on l'a quand même vu dans un certain nombre de DSP, bon, il faut s'accrocher à son fauteuil, mais on l'a vu, que des gestionnaires qui sont en DSP versent des loyers à des sociétés privées pour leurs locaux, des sociétés privées qui généralement, évidemment, sont les leurs propres SCI rattachés à leur groupe. Donc ça, évidemment, c'est absolument impensable, inenvisageable d'avoir un versement de loyer. Mais en tout cas, il faut que vous ayez une redevance d'occupation de domaine public qui, dans toute la mesure du possible, doit être révisée en fonction des indices les plus objectifs possibles, c'est-à-dire l'indice des loyers commerciaux, on le précise dans le guide. Cette question des indices, elle vaut aussi pour la révision annuelle du montant de la contribution. Là aussi, en termes de révision annuelle du montant de contribution, il y a beaucoup de tensions entre les opérateurs et les collectivités. Donc, on préconise en bonne pratique que cette révision ne soit pas une part fixe. Hein. C'est-à-dire, votre contribution, elle doit évoluer de façon annuelle en fonction des indices des prix. Ça n'a pas de sens de faire évoluer une contribution annuelle en disant chaque année je mets plus 0,2, etc. parce que ça ne correspond à aucune évolution des coûts effectifs pour la structure. Donc effectivement, soit vous allez surfinancer avec votre révision annuelle, soit avec votre part fixe, on va être complètement en dessous de l'évolution des prix. Et là, par définition, la crèche va se retrouver en difficulté budgétaire. Donc il faut que vous puissiez avoir une formule de révision annuelle qui soit arrimée
à des indices un peu objectifs, aux indices de l'INSEE. On remet des exemples de formules dans le guide qui vous permet de dire, voilà, notre contribution en année 0, c'est tant. Voilà quelle est la formule que j'applique pour savoir comment elle évolue d'année en année. Toujours sur cette question du financement, un point important à préciser, c'est le rapport avec les financements de la branche famille, avec les financements de la CAF. Alors, le message sur ça est très très clair, puisque effectivement on a vu un peu de difficulté. En aucun cas, la contribution de la collectivité ne peut diminuer parce que les financements de la CAF augmentent. Ça ne peut pas être des clauses que vous avez dans votre DSP. L'augmentation des financements de la CAF, ils ont un but et un objet, c'est précisément d'augmenter le financement pour permettre aux crèches d'avoir tel ou tel aspect en plus de leur activité. Donc, ce n'est pas une augmentation de financement qui a pour but de permettre à la commune de se retirer sur le plan financier. Donc, là, c'est vraiment une clause qu'il faut absolument bannir de la DSP. La contribution, elle est fixée avec l'opérateur au moment de l'année N et ensuite, elle évolue selon les indices de révision, selon les formules de révision et pas en fonction des montants de participation des cofinanceurs et notamment en l'occurrence de la CNAF. Alors, deux derniers points sur lesquels je voulais revenir ensuite sur ces questions de DSP. L'un, c'est une fois évidemment que vous avez défini vos besoins, que vous avez analysé le territoire, négocié, fait votre cahier des charges, c'est l'analyse des offres. Et alors là, c'est là, je dirais, que le bas blesse. C'est comment est-ce que vous allez sélectionner les offres et comment est-ce qu'on va faire dans les critères d'évaluation et de cotation pour que l'analyse de l'offre, ça ne se résume pas à on prend le moins cher. Donc, on repose un certain nombre de critères que vous pouvez prendre en compte, à la fois le critère coût et le critère de qualité, le critère technique. Évidemment, ce qui va tout changer, c'est la pondération entre le critère coût et le critère de qualité. Bon, on met un certain nombre de modèles, d'exemples. Par exemple, vous êtes à peu près 40% en pondération, c'est le critère coût, et 60%, c'est les éléments du critère technique, du critère de qualité. Mais en ajoutant une chose tout à fait importante, c'est que votre critère coût, même si c'est 40% de l'évaluation, ce n'est pas forcément juste quel est le plus bas. Ce critère coût, vous pouvez le subdiviser. Alors, il y a le coût en tant que tel. Bon, celui-là est plus bas que l'autre. Et puis, il y a d'autres critères. Par exemple, l'un qui est tout à fait important que l'on essaie de mettre en avant, c'est la cohérence du compte d'exploitation prévisionnel. Les gestionnaires, voilà, ils vous présentent leur compte d'exploitation prévisionnel, mais en analysant les choses, comme je le disais tout à l'heure, entre leurs 2 EJE, 3 puères et le prix qu'ils mettent en face, dans leur compte d'exploitation prévisionnel, il y a quelque chose qui ne colle pas. De toute évidence, les coûts affichés dans le compte d'exploitation prévisionnel ne permettent pas d'envisager qu'ils auront le niveau de qualification de professionnels qu'ils présentent et qu'ils promettent dans leurs réponses. Donc ça, par exemple, ça peut être la moitié de votre critère coût. Vous pouvez avoir une moitié qui est uniquement le montant du coût et puis une moitié qui est cette cohérence du compte d'exploitation qui vous permet d'écarter des offres qui seraient en réalité, même si elles sont plus faibles sur le plan uniquement du coût proposé, sont incohérentes et donc insincères en réalité par rapport à ce qui est projeté comme offre de service. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était sur les questions, je les évoquais au départ, de contrôle et suivi des délégations. Alors, je disais, il y a quand même beaucoup de collectivités qui en sont pour leurs frais après avoir conclu leur DSP, parce que en réalité, progressivement, l'activité s'écarte doucement mais sûrement de ce qui avait été conclu dans la DSP, voire le gestionnaire et la crèche est en train de siphonner l'argent
de la DSP et présente des choses tout à fait insincères sur le plan financier. Ce qui veut dire aussi, quand on est notamment une petite collectivité qui n'a pas forcément des ressources absolument infinies, y compris en termes humains, pour faire ce type de suivi, qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours à un AMO, sans maîtrise d'ouvrage, pour aider la collectivité, y compris dans la phase de suivi et de contrôle. Souvent, des AMO interviennent, y compris pour des collectivités de taille moyenne, en suivi et contrôle de l'exécution, et elles récupèrent des montants financiers qui peuvent être considérables auprès du gestionnaire, parce que, voilà, en réalité, il y avait quand même un certain nombre, on dira, d'imprécisions dans ce qui était transmis à la collectivité. Donc, suivi et contrôle absolument essentiel à exercer. D'abord, en demandant dès le départ une transparence absolue sur les remontées de données et notamment de données financières. Et sur ça, il faut en particulier avoir une vigilance accrue sur 2 points. Le premier, quand vous avez des établissements, des gestionnaires qui font partie d'un groupe plus important, c'est les frais de siège. Les frais de siège, il faut que vous puissiez demander quelle est la clé de répartition. Des frais de siège, normalement, ils doivent être répartis de façon égale entre tous les établissements du groupe. Quel est le niveau? Si vos frais de siège, c'est 17% du coût de revient de la crèche, c'est qu'il y a un problème. Et quelle est la justification en termes de services rendus par le siège au montant des frais de siège qui sont mis dans la crèche? Là aussi, beaucoup de magouilles sur ce point. Deuxième élément très important en termes de transparence, ce sont les prestataires extérieurs. Les montants qui sont présentés pour les prestataires type restauration, cantine, blanchisserie, tout ce qu'on veut. En particulier, je dirais, quand ces sociétés de prestataires extérieurs sont en réalité des sociétés qui sont d'une façon ou d'une autre rattachées à la société qui est elle-même gestionnaire de la crèche. Ce qui, évidemment, permet de se rendre de bons services entre amis. Donc, voilà, là aussi, cohérence et justification des montants qui sont présentés sur ces questions. Et ensuite, quand on a cette transparence, il faut suivre. Pour le suivi, on insiste sur l'importance capitale d'un document, c'est le rapport annuel, qui en fait est assez peu utilisé dans un certain nombre de suivis de DSP, alors que c'est vraiment sur ce rapport annuel que peut se faire la discussion pour le suivi et le contrôle de l'exécution. S'assurer que dès qu'il y a des modifications, elles donnent lieu à des avenants qui soient clairement posés et négociés entre la collectivité et le gestionnaire, et qu'on puisse ensuite s'assurer dans le contrôle de la qualité de service. S'assurer par le contrôle de la qualité de service, c'est, je l'ai dit, le rapport annuel, c'est aussi aller dans la crèche. Vous êtes en droit, évidemment, ce n'est pas le contrôle type PMI sur les éléments réglementaires, mais vous êtes en droit, en tant qu'autorité concédante dans la délégation de service public, de vous rendre dans les locaux. Vous pouvez d'ailleurs mettre ces éléments dès la DSP, dès le contrat, pour que ce soit bien clair, par exemple, que la collectivité peut venir de façon inopinée dans la structure si elle le souhaite. Et donc, vous veniez constater si effectivement la qualité de service est là et si on a dit qu'il y avait 50% de catégorie 1 dans l'établissement, dans la DSP, est-ce qu'il y en a 50 ou 30 donc, il faut que vous puissiez assurer ces visites de contrôle, que vous puissiez organiser le suivi dans vos services et, je termine sur ça, même si je l'ai déjà évoqué, que vous puissiez mettre en œuvre les pénalités. Les pénalités, on l'a dit, donc on vous propose dans le guide tout un ensemble d'exemples de pénalités que vous pouvez appliquer. Les pénalités, il faut qu'elles soient raisonnables, mais il faut les appliquer systématiquement à partir du moment où il y a un écart. Si on a défini qu'à partir du moment
où il y avait effectivement pas les qualifications qu'on avait demandées dans la DSP en termes de personnel, qui avait une pénalité de temps par jour, il faut appliquer la pénalité de temps par jour. Hein. Si on a décidé qu'au-delà de temps de rotation de personnel par an, il y avait une pénalité parce qu'on a mis une pénalité sur le turnover, il faut l'appliquer. Hein. Si on ne l'applique pas, évidemment, on laisse la chose partir, je dirais, à la dérive. Et donc, il faut que vous puissiez engager tous vos outils pour être en mesure de sécuriser et de contrôler ces DSP, qui, comme je le disais depuis le départ, sont un outil qui est très efficace pour vous, qui fait partie des leviers importants de votre politique petite enfance, mais qui demande d'avoir un suivi très attentif pour, évidemment, que des gestionnaires à la fois aient les moyens de travailler en ayant des contributions à la hauteur de leurs besoins sur le coût de revient et en même temps ne soient pas laissés en capacité d'avoir des dérives vis-à-vis de ce qui est attendu en termes de qualité de service et en termes d'emploi de l'argent public. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour vous donner quelques lignes directrices de ces messages et puis je vais vous laisser si vous avez des questions complémentaires. Et je vous redis donc que ce guide sera dans les meilleures librairies et sur les sites internet d'ici, je pense, les vacances de Noël. Vous indiquez en introduction qu'on peut à la fois passer par une délégation de service public ou par le système de SIEG. Sous quelles conditions on doit avoir recours à l'un ou à l'autre, du coup ? Alors, on redonne dans le guide un peu les critères du service d'intérêt économique général. On renvoie aussi, donc vous avez un guide spécifique qui existe, qui a été publié, qui vous redonne un petit peu toutes les démarches. Je dirais, il n'y a pas de condition. C'est une volonté politique de la collectivité. Si vous souhaitez créer un service d'intérêt économique général, vous en avez toute la liberté. En revanche, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait une délibération de l'organe délibérant qui confie un mandat qui soit défini sur les objectifs de service public, etc. Mais voilà, c'est une liberté politique de passer par le service d'intérêt économique général, sachant, comme je le disais, que à la fois le droit européen a prévu des conditions dérogatoires dans le cadre du service d'intérêt économique général alors le service d'intérêt économique général, il peut aller avec une DSP aussi d'ailleurs. Dans le service d'intérêt économique général, vous pouvez choisir des outils de financement. Mais dans le cadre du SIEG, il y a des éléments dérogatoires sur notamment la notification des subventions et leur montant. Et au sein du SIEG, il y a pour la petite enfance des conditions encore plus dérogatoires. Ça fait partie des secteurs les plus protégés, je dirais, dans votre liberté de financement. C'est bon ? Pas d'autres questions ? On est presque parfaitement à l'heure. Et je vous remercie.